Il y a tout juste 80 ans, le 4 février 1945, débutait la conférence de Yalta en Crimée. Le Premier ministre britannique Churchill, le chef de l'Union soviétique Staline et le président américain Roosevelt se réunissaient au bord de la mer Noire pour préparer le monde de l'après-guerre, après Seconde Guerre mondiale. Alors que reste-t-il de ce partage du monde? Quelles ont été les conséquences de cet événement de Yalta? On en parle avec Pierre de Sénarclan. Bonsoir, merci d'être avec nous à Genève en Suisse. Vous êtes professeur honoraire de relations internationales à l'Université de Lausanne. Vous êtes l'auteur de Yalta, presse universitaire de France, et de Yalta au rideau de fer, presse de la Fondation nationale des sciences politiques. Alors vous le savez, hein, cette photo est devenue iconique dans l'histoire du XXe siècle. Les trois hommes que j'ai cités, côte à côte, on ne peut pas dire la mine réjouissante, plutôt sérieuse. À l'époque, qu'est-ce qui ressort d'ailleurs de cette rencontre de Yalta? Et peut-être d'abord pour commencer, pourquoi cette rencontre? Cette rencontre vise à apaiser, ou plutôt à régler les conflits qui sont apparus entre Roosevelt, Staline et Churchill, donc entre les représentants des trois grandes puissances. Et elle cherche évidemment à trouver un accord sur les principaux problèmes qui sont apparus dans les stratégies divergentes des trois grandes puissances. Et quelles ont été les décisions prises à Yalta, les principaux résultats de cette conférence? Je pense que, contrairement à ce que vous avez dit, Yalta n'est pas le partage du monde. Elle s'occupe essentiellement de l'Europe. L'Europe n'est pas le monde. Elle s'occupe marginalement de l'Asie, du Japon, de la Chine, mais elle ne s'occupe pas du reste du monde. C'est une conférence tout de même qui est importante parce qu'elle illustre la volonté des États-Unis de sortir de son isolationnisme, de jouer un rôle sur la scène internationale, mais les États-Unis ont aussi très clairement défini les limites de leur engagement. Roosevelt ne cesse de répéter au cours de la conférence qu'il n'a pas l'intention de maintenir des forces en Europe. Et ça va bien sûr aussi conditionner le monde d'après-guerre, et ça va conditionner également les résultats de la conférence de Yalta. Alors les principales décisions, l'Allemagne est fixée sur son sort? L'Allemagne n'est pas fixée sur son sort, mais on s'accorde pour accepter qu'elle soit démembrée. Ça, c'est la principale décision. Et grâce à l'appui de Churchill, on accepte aussi que la France puisse avoir une zone d'occupation en Allemagne. Et le sort de l'Allemagne donc, mais aussi les conditions de la reconstruction des pays de l'Europe libérée, les conditions de l'engagement soviétique dans la guerre contre le Japon. Pourquoi la France est-elle absente? Pourquoi est-elle évincée de ce sommet tripartite? Je ne crois pas qu'elle est évincée, mais personne ne pensait à l'associer à la conférence de Yalta. Staline avait une piètre opinion de la France. Il considérait qu'elle avait collaboré avec l'Allemagne. La France contribuait relativement peu aux engagements militaires des alliés occidentaux, et Roosevelt n'avait pas une très bonne opinion de Gaulle. Donc, pour toutes ces raisons, il était assez naturel que la France ne soit pas associée aux décisions de Yalta. Et malgré son absence, la France est sortie, je parle sous votre contrôle, parmi les vainqueurs, on peut dire, de cette conférence. Qu'a-t-elle obtenu? Elle a obtenu justement de participer à la gestion du conflit de l'Allemagne, d'être au Conseil de sécurité et de participer donc pleinement au monde d'après-guerre et à l'organisation qui pouvait se développer à partir des décisions des grandes puissances. Oui, des décisions importantes. Pour autant, les revendications principales du général de Gaulle ne furent pas entendues. Il n'a pas obtenu la garde de la rive gauche du Rhin et du bassin de la Ruhr en Allemagne, qui aurait fait largement de la France la première puissance européenne grâce au charbon et à l'acier. On va maintenant voir quelles ont été les conséquences et l'impact de cette conférence de Yalta, on le rappelle, qui se trouve en Crimée. Quelle a été la conséquence principale de Yalta ? La conséquence principale de Yalta, c'est encore une fois la décision des États-Unis d'abandonner toute forme d'isolationnisme, de participer. Il a obtenu de Staline qu'il participe à la construction, au développement des Nations Unies, qu'il accepte le projet de Roosevelt du Conseil de sécurité, qu'il accepte aussi, avec certaines conditions, de
de contribuer, si vous voulez, à l'ordre international d'après-guerre, mais évidemment, les désaccords sont très profonds sur, sur la nature de cette collaboration avec les Alliés. Les Alliés, bien sûr, veulent essayer de limiter les dégâts. Je crois que pour comprendre la conférence de Yalta, il faut se rapporter au théâtre d'après-guerre. C'est-à-dire, les Occidentaux ont débarqué en Normandie, mais leur progression a été extrêmement lente. Et au moment de la conférence de Yalta, ils viennent de subir une contre-offensive des Allemands dans les Ardennes, alors que les Soviétiques sont à 70 km de Berlin, qu'ils sont en train d'investir Breslau, qu'ils sont en Roumanie, qu'ils sont en Bulgarie, qu'ils occupent la Pologne. Et évidemment, à partir de là, la messe est dite. Les alliés occidentaux cherchent à obtenir des concessions de Staline, en particulier dans l'édification dans la mise en place de gouvernements qui ne soient pas exclusivement communistes, exclusivement soviétiques, mais de ce point de vue-là, ça sera extrêmement difficile parce que Staline se rend parfaitement compte que si à ses frontières il y a des États démocratiques, des gouvernements démocratiques, ce sera forcément des gouvernements qui ne seront pas favorables à la Russie. La guerre froide est-il directement venue tout droit de cette conférence de Yalta ? Elle est venue des désaccords qui ont suivi la conférence de Yalta. Les désaccords des Alliés sur l'interprétation des accords de Yalta ont débouché directement sur la guerre froide. Et c'est là où on peut retrouver les éléments d'une espèce de partage de l'Europe en sphère d'influence et que tout ce qui va suivre ensuite, l'échec des Nations Unies, l'échec du Conseil de sécurité, et évidemment tout cela va contribuer à toutes sortes, tous les problèmes de la guerre froide, la guerre de Corée, et finalement la guerre du Vietnam. Voilà, les États-Unis, avec leurs principes universalistes, légitiment aussi leur avancée sur la scène internationale et légitiment aussi leur volonté de transformer la scène internationale à l'image de leur société, avec toutes les conséquences que peut constituer cette ambition américaine. Alors justement, tout à l'heure, vous disiez que la conférence de Yalta ne visait pas à partager le monde, ça concernait l'Europe, vous avez cité aussi le Japon, on est bien sûr après la Seconde Guerre mondiale, mais tout de même, il y a un ordre mondial qui a émergé. J'aimerais qu'on voit ce qu'il reste de cet ordre mondial avec ces fameux deux blocs. Quid aujourd'hui dans un monde multipolaire avec l'émergence notamment de ce qu'on appelle le Sud global, à tort ou à raison ? Ce qui est établi aujourd'hui, c'est un monde qui est exactement le contraire de ce que l'on avait voulu créer à Yalta, c'est-à-dire les Nations Unies. C'est un monde de sphère d'influence, c'est un monde d'équilibre de puissance, c'est un monde d'action unilatérale, c'est un monde de non-coopération entre les différentes parties du monde. Non-coopération qui se manifeste aujourd'hui dans la guerre en Ukraine, avec une assemblée générale des Nations Unies qui, d'une certaine manière, peine à soutenir l'Ukraine dans les efforts qu'elle fait pour résister à l'agression. Ouais, Pierre de Sénarclan, juste une question avant de terminer cette entrevue. Yalta, conférence qui débute le 4 février, qui prendra fin le 11 février 1945, il y a 80 ans. Aujourd'hui, la Crimée est annexée. Vous avez évoqué la guerre en Ukraine. C'est l'histoire qui se répète ou qui bégaye ? C'est l'histoire qui bégaye dans la mesure où si vous voulez, Poutine est une espèce d'avorton du stalinisme. Il n'a pas les mêmes références marxistes-léninistes, mais il se réfère à une histoire, à une vision de la société qui est assez proche de celle de Staline, d'un monde extraordinairement répressif, à vocation totalitaire. Et évidemment, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est encore un conflit entre ce qu'on a appelé le monde libre, le monde libéral, le monde issu du siècle des Lumières et un monde totalitaire qui est représenté aujourd'hui par le poutinisme. Merci beaucoup Pierre de Sénarclan d'avoir répondu à nos questions. Merci pour votre éclairage sur TV5 Monde en ce jour donc du 80e anniversaire du début de la conférence de Yalta au bord de la mer Noire.